Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Japon. En effet, le nouveau Premier ministre, M. Shinzo Abe, élu à la fin de l'année 2012, a modifié en profondeur la hiérarchie des instruments et des objectifs de la politique économique au Japon. Alors on peut le voir à travers deux indicateurs très simples, voir la façon dont les investisseurs ont perçu ce changement de hiérarchie. La première, c'est en regardant l'évolution du yen. La monnaie japonaise, par rapport au dollar, s'est dépréciée de façon tout à fait spectaculaire. On voit ce mouvement baissier du yen, haussier du dollar, tout à fait important depuis la fin de l'année 2012. Ça traduit le fait que les investisseurs imaginent que l'inflation va probablement repartir. La politique monétaire est devenue extrêmement accommodante et l'inflation pourrait repartir au Japon. C'est l'objectif, c'est un des objectifs de M. Abe. L'autre indicateur à regarder, c'est l'évolution du Nikkei, l'indice boursier japonais, et on voit là aussi une rupture de comportement tout à fait spectaculaire depuis la fin de l'année 2012. Cela traduit le fait que les investisseurs anticipent un changement dans la dynamique d'activité de l'économie japonaise, bénéficiant effectivement de ces changements, de ces inversions dans la hiérarchie de la politique économique. Donc deux éléments qui traduisent des anticipations fortes de la part des investisseurs. Alors quelle est la rationalité de ce changement de politique? Pourquoi M. Abe a souhaité modifier en profondeur cette politique économique? Trois raisons. Quand on regarde l'économie japonaise, trois caractéristiques majeures. La première, c'est un vieillissement de la population. On le voit ici sur le graphique où vous avez la proportion des plus de 65 ans en pourcentage de la population active. Et vous voyez qu'il y a un mouvement haussier tout à fait spectaculaire et ça traduit une population qui vieillit. Et une population qui vieillit est une population qui dépense moins. Puisqu'on est moins sensible à l'innovation, on a moins envie de renouveler, etc. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième élément majeur, c'est de regarder l'évolution des prix. Et vous avez ici un indicateur d'indice de prix, c'est le déflateur du PIB. C'est la mesure la plus large de l'évolution des prix qu'on puisse avoir. Et on observe, je l'ai mis depuis 1980, on observe une progression très significative jusqu'au milieu des années 90. C'est un indice des prix standard, mais on voit que depuis cette période, depuis le milieu des années 90, le déflateur s'infléchit de façon significative. Et là, ça a une conséquence considérable sur le comportement des consommateurs. C'est que si vous avez un indice des prix qui baisse, vous pouvez toujours vous dire, demain, le prix sera plus bas, donc je vais attendre demain pour acheter. Et ça modifie de façon très significative le comportement des consommateurs et ça ne dynamise pas la demande intérieure. En d'autres termes, le vieillissement de la population et cette déflation dans laquelle se trouve l'économie japonaise, ces deux éléments se traduisent par une demande interne qui n'est pas très dynamique. Et quand on regarde la série sur longue période, eh bien on s'aperçoit que les phases de dynamisme de la demande intérieure sont des phases où il y a eu des incitations fortes sur l'automobile ou autre à changer d'automobile, etc. Donc, premier point. Les deux premiers points sont ceux-là. Le troisième point, c'est que le commerce extérieur japonais a changé de dynamique, a changé d'orientation ces dernières années. On le voit sur le graphique ici, où vous avez l'évolution des exportations en volume. Alors, on a, depuis le début de la série jusqu'en 2007, un mouvement fort à la hausse qui s'est accéléré au début des années 2000. C'est le reflet c'est la caractéristique même du Japon d'exporter beaucoup, mais avec une accélération liée aux échanges avec la Chine qui sont accentués, qui sont intensifiés depuis le début des années 2000. Et puis on constate que depuis 2011, fin 2011, eh bien, les exportations qui s'étaient stabilisées ont commencé à chuter. Ça veut dire que quand on regarde l'économie japonaise, on n'a pas beaucoup de demandes intérieures, on n'a pas une dynamique de demande intérieure très forte pour les raisons qu'on a évoquées. Et depuis peu, eh bien, le commerce extérieur n'a plus ce rôle, ne contribue plus de la même façon à la croissance de l'économie japonaise. D'où ces changements forts de la part de M. Abe. Alors quels sont ces changements? Son idée est très simple, c'est de dire qu'il faut modifier en profondeur le comportement de l'économie japonaise et revenir à une période, à une situation d'inflation. Il faut que les acteurs de l'économie aient dans la tête, dans l'esprit, que demain, l'inflation sera un peu plus élevée, les prix seront un peu plus élevés, et donc c'est ça qu'il faut
qu'il faut changer. Alors il a demandé au gouverneur de la Banque centrale japonaise de fixer de manière très tangible et très visible un objectif d'inflation. Jusqu'à présent, et on le voit bien dans cette évolution de l'indice des prix qu'on voyait tout à l'heure, on est sur une évolution négative des prix. Monsieur Abe a demandé au gouverneur de la Banque centrale qu'en 2015, le taux d'inflation soit à 2%. Donc il faut changer la situation, d'où ces achats très massifs de bons du Trésor japonais par la Banque du Japon. La Banque du Japon va acheter 80 milliards, l'équivalent d'à peu près 80 milliards de dollars d'obligations du Trésor japonais tous les mois. Elle va doubler son bilan, la taille de son bilan, en l'espace de 2 ans. C'est tout à fait spectaculaire. Alors 80 milliards, est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup. Aux États-Unis, la Federal Reserve, la Banque centrale, fait une opération du même type, mais elle achète pour 85 milliards de dollars. Donc des montants qui sont équivalents, mais l'économie américaine est bien plus importante en volume, en taille, que l'économie japonaise. Donc on voit bien, l'idée c'est mettre beaucoup de liquidités, faire de telle sorte que le prix de la monnaie en interne soit dévalué. Vous avez beaucoup de liquidités, vous avez beaucoup de monnaie, et donc sa valeur diminue. Et une valeur qui diminue, c'est de l'inflation. L'idée très simple derrière, c'est que si vous avez de l'inflation, eh bien, les consommateurs vont se remettre à consommer parce que demain, les prix seront plus élevés qu'aujourd'hui. D'où ce changement qui pourrait s'opérer. En outre, quand vous mettez en place une politique monétaire aussi accommodante, aussi laxiste d'une certaine manière, eh bien, vous avez une dépréciation du change. C'est ce qu'on voyait en introduction, c'est la conséquence de cette politique monétaire. Et quand vous avez une monnaie qui se déprécie, eh bien, vous importez de l'inflation et vous validez l'idée que, effectivement, on souhaite globalement avoir davantage d'inflation. C'est ça l'objectif de la Banque centrale japonaise et du nouveau Premier ministre, M. Shinzo Abe. Alors c'est un objectif très ambitieux, passer d'une inflation négative depuis de très longues années jusqu'à 2% en très peu de temps, hein, puisqu'en 2015, c'est demain. Et donc, il va y avoir des transformations, des situations très nouvelles au Japon, parce qu'il va falloir que le gouverneur de la Banque centrale, M. Kuroda, change de façon très brutale les anticipations de l'ensemble des Japonais. Alors pour ceux qui s'en souviennent, ça ressemble un petit peu, mais en sens inverse, à ce qu'avait fait M. Delors au début des années 80, lorsque son objectif était de réduire l'inflation en France. On se rappelle que ça avait pris du temps entre passer d'un peu plus de 10% d'inflation à moins de 5%. Ça avait pris du temps et cette situation avait été aidée par le contre-choc pétrolier en 85-86. Là, on est un peu dans la même idée, mais en sens inverse. Et à l'époque, ça avait pris du temps pour la France. Pour les Japon, ça prendra du temps. Et il sera intéressant de voir effectivement quelle sera la communication, quelles seront les actions effectives qui seront menées par la Banque centrale, par le gouvernement japonais pour inverser, pour modifier en profondeur les anticipations et faire de telle sorte qu'effectivement l'inflation tende vers 2%. Ça va être l'enjeu majeur des prochains mois, mais c'est un enjeu intéressant parce que ça redessine la concurrence en Asie, ça redessine la concurrence entre le Japon et l'Allemagne qui produisent des biens assez proches. Et donc on rentre dans une logique un petit peu différente et on évoquera à nouveau cette question dans les prochains mois parce que le Japon est en train de changer en profondeur. Je vous remercie.